Donc, je voudrais aller dans le sens de ce qui a été dit sans répéter, donc aller un peu plus loin. Simplement rappeler, même aux Ukrainiens, que quand on mentionne Raphaël Lemkin, il serait bon quand même de dire qu'il est né à Lviv. Donc finalement, il est né en Ukraine. Donc c'est quelqu'un qui a créé la notion du génocide. Et ce serait quand même bien de l'utiliser, si vous voulez, comme fer de lance, puisque sans sa définition de génocide, on sera encore en train de parler de massacre. J'ai entendu quelques expressions sur lesquelles il faudrait peut-être faire attention, donc je le dis toujours avec amitié, Guénia le sait très bien. Il ne faut pas simplement parler de la faim de façon aussi impersonnelle. Il s'agit en fait d'une fin artificielle, donc le terme holodomor est bien plus précis en ukrainien. On a une difficulté en français. La famine génocidaire pourrait être considérée comme quelque chose d'avoisinant. Le problème, c'est que c'est avant tout un génocide qui peut être utilisé pour mettre en place, si vous voulez, la faim, mais cette faim n'est qu'un prétexte. Donc ça a été très bien dit précédemment par l'analyse qu'on a entendue, à savoir que en réalité, même s'il n'y avait pas cette richesse, le génocide serait commis. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir un accès, si vous voulez, géopolitique à cet endroit qui se nomme l'Ukraine, et on ne pouvait pas se contenter d'avoir une indépendance locale. Par conséquent, dans un raisonnement global et géopolitique, le génocide était programmé, et c'est pour ça qu'on rentre dans le cadre d'une destruction systématique qui correspond à la définition évoquée par Raphaël Lemkin pour définir ce type de crime contre l'humanité. Par ailleurs, tout au début, Nicolas a mentionné une différence entre crime contre l'humanité et génocide. Et effectivement, elle est exacte, cette différence existe, mais il faut bien se rendre compte que, comme il l'a aussi très bien dit, même Lemkin utilisait déjà l'Holodomor comme un exemple de génocide pour étayer sa thèse de diversification par rapport au génocide global et aux crimes contre l'humanité, afin de définir, si vous voulez, un noyau dont on soit sûr qui correspond aux critères par rapport à la Charte des Nations Unies sur la définition de ce terme. Il est donc important, et je pense qu'il faut être quand même aussi content, je pense qu'il ne suffit pas de critiquer l'appareil politique, je pense qu'il faut aller au-delà. Je crois que Guénia montre ça de façon claire, à savoir que peut-être que c'est vrai qu'en France, on n'est encore pas très content parce qu'on n'a pas une reconnaissance officielle, mais je pense qu'il faut suivre aussi l'exemple des Arméniens et se rendre compte combien c'est difficile d'obtenir une reconnaissance, combien c'est encore plus difficile d'obtenir une pénalisation, même si on est dans un cadre, disons, relativement positif. Donc, il ne faut pas se décourager. On n'a jamais autant parlé du Holodomor que maintenant. On n'a jamais travaillé autant sur ce sujet. Il faut regarder aussi que l'ensemble des reconnaissances qui ont été mentionnées n'ont jamais été aussi nombreuses et que dans des pays, par exemple, comme le Canada, la recherche sur le Holodomor avance de façon vraiment très extensive et nous permet de définir aussi, grâce aux 8 phases de Stanton, comment il faudrait établir, si vous voulez, une sorte de génontologie. Donc l'essentiel, c'est de vous dire que malgré les difficultés, malgré le temps, le génocide est un crime imprescriptible. Et par conséquent, le temps travaille avec nous et pas contre nous. En réalité, il travaille toujours contre les bourreaux. Je voudrais simplement mettre en évidence, peut-être mettre en exergue, si vous voulez, le problème des victimes. En réalité, quand on dénombre les victimes, et vous savez que ce nombre était important dans le cadre du génocide des Ukrainiens, c'est plus de 7 millions de personnes, il ne faut pas oublier aussi les gens qui ne sont pas nés. Et c'est très important parce qu'ils représentent en réalité un nombre bien plus important. Et je vais donner un exemple très clair, surtout pour les Ukrainiens. Imaginez par exemple si Shevchenko n'avait pas existé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien se rendre compte que des fois, ce n'est pas simplement un problème de masse, parce qu'on rentre aussi dans cette problématique
en raison du génocideur. On a l'impression que c'est très important de dire qu'il y avait énormément de victimes. En réalité, il faut mettre le doigt sur le caractère systématique. Le Holodomor a cette caractérisation systématique de destruction, et c'est ça qu'il faut mettre en évidence, pas tellement le nombre de victimes, puisqu'il a été attesté. Je pense par ailleurs que la communauté ukrainienne vit dans quelque chose qui est analogue avec la communauté arménienne, assyro-chaldéenne ou même grecque, et qu'elle est en train de changer peu à peu. Peu à peu, les Ukrainiens sont en train de devenir fiers d'être Ukrainiens. Et ça, c'est nouveau. Mais c'est encore le balbutiement. Donc des fois, on a une tendance à éviter de mentionner son appartenance. En réalité, je crois que si on met en évidence encore plus l'apport de Raphaël Lemkin et de se rendre compte qu'en fin de compte, l'Ukraine peut tout à fait revendiquer son appartenance à celle-ci, alors il faut se rendre compte que ça donne l'exemple aux autres, exactement comme on le fait dans d'autres génocides, parce qu'on est dans le cadre de génocides qui n'ont pas été reconnus globalement. Donc le génocide des Ukrainiens ne ressemble pas au génocide des Juifs, ressemble plus au génocide des Arméniens, et donc on travaille dans le cadre de ces reconnaissances qui petit à petit montent, et plus elles augmentent en nombre, plus on informe les gens, plus les Ukrainiens eux-mêmes deviennent plus forts et peuvent vraiment parler de ce qui s'est passé sans avoir honte, sans vouloir le cacher, mais en mettant en avant les atrocités, toujours en insistant sur le fait qu'il s'agissait bien de génocide et de rien d'autre. Merci.